Merci à vous, monsieur. Je crois que vous remplacez, il y a eu un petit souci de virus, hein, c'est Exactement. ça? Oui. Voilà, donc vous faites le modérateur au pied levé. Bravo pour cette anticipation, pardon, cette improvisation plutôt. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente soirée autour de cette thématique qui est le racisme d'État, à partir de ce livre qui a été publié audition Amsterdam. Je vous souhaite une excellellente soirée à toutes et tous. Merci. Le micro. Bonjour, donc évidemment, je vais ajouter des merci au merci. J'espère que ça ne va pas jusqu'à entraîner de votre part écrit. Mais ce que je voulais dire quand même en quelques mots d'introduction, c'est que d'une part, l'ouvrage en question, qui me semble tout à fait riche, est à la fois, comme son nom l'indique, si je puis dire, comme son titre l'indique, extrêmement bref et extrêmement modeste, d'une part, mais d'autre part extrêmement ambitieux. C'est-à-dire que le sous-titre, c'est Une brève histoire, mais le titre, c'est Racisme d'État, État raciste, et évidemment, ça aborde des questions extrêmement complexes et dans le temps, d'une part, et dans l'espace de l'autre, puisqu'évidemment, ça peut concerner la France et la France outre-mer, mais ça concerne surtout, bien sûr, d'autres États qu'on associe assez couramment, et on verra dans quelle mesure, à des formes de racisme étatique, ce qui n'exclut pas, évidemment, des États racistes. Je voulais ajouter à cela, bien sûr, ce que Olivier Lecourt-Grandmaison, dans cet ouvrage, aborde donc à la fois beaucoup de questions politiques de fond et aussi beaucoup de questions de langage, de vocabulaire, de définition autour de mots qui, en ce moment, bien sûr, peut-être de façon avivée depuis quelques mois, sont devenus de plus en plus importants et méritent de plus en plus de notre part une approche critique. Donc, je lui passe la parole immédiatement et je vous invite bien sûr à en profiter autant que moi. Merci. Je vais poursuivre les remerciements, mais je voudrais en préciser un peu les termes. Parce que cette invitation me paraît évidemment un acte politique et que j'interprète comme un acte de solidarité politique, en précisant immédiatement qu'il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec l'ensemble du contenu de l'ouvrage, avec les catégories employées et les analyses développées, simplement considérer que, et ce n'est pas un plaidoyer pro domo, que ce type de livre, et je dis bien ce n'est pas un plaidoyer pro domo, ce type de livre, c'est celles et ceux qui travaillent sur la question du racisme d'État, sur la question coloniale, sur la question des réparations, sur la question de la reconnaissance. Et évidemment, celles et ceux qui travaillent autour des questions liées à la caractérisation de la guerre menée par l'État d'Israël et antérieurement à la caractérisation de la situation faite par l'État d'Israël dans les territoires occupés, se heurtent et de plus en plus maintenant, alors ouvertement, à une censure que l'on connaît, et relativement à ce type d'ouvrage, à ce que j'appelle au fond une censure démocratique. En ce sens que il n'est plus nécessaire d'interdire les livres, il n'est pas nécessaire d'interdire les journaux, il n'est pas nécessaire d'imposer à la dépublication des blancs, comme on disait autrefois, de ce type d'ouvrage. Il suffit, pour le dire en ces termes, de n'en point parler pour au fond, qu'il n'existe pas. D'où, je crois, et j'en suis même convaincu dans la conjoncture actuelle, l'importance de ce type de rencontres pour tenter d'atténuer autant que faire se peut, justement, les effets de cette censure démocratique dont j'ai la faiblesse de croire, hélas, eu égard à l'évolution de la situation politique et à ce qui s'annonce, relativement, entre autres, mais pas uniquement aux élections européennes, que cette situation va s'aggraver et que par conséquent, ce type de réunion sera évidemment à l'avenir plus importante encore. Parce qu'il est effectivement difficile, et plus particulièrement dans l'Hexagone, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir dans un instant,
de traiter de la question du racisme d'État, de discrimination systémique, de discrimination institutionnelle, de racisme institutionnel, de racisme d'État. C'est sans doute lié, enfin pas sans doute, c'est lié à ce que j'appelle l'exceptionnalisme français, pour aller à l'essentiel, au fond, l'idée selon laquelle la France, après avoir été la fille aînée de l'Église, serait devenue la fille aînée des révolutions, des déclarations de droits de citoyens et des somptueuses traditions républicaines. Et qu'à ce titre, conséquence de ce premier point, de cet exceptionnalisme hexagonal, ce que j'appelle la mythologie immunitaire. C'est-à-dire que comparativement à d'autres États, notamment les États-Unis, qui ont connu et connaissent encore, ont connu un État raciste et connaissent encore des pratiques de discrimination systémique, j'y reviendrai éventuellement, la France, elle, ne connaîtrait au fond que des racismes et des discriminations résiduelles liées à une somme de comportements individuels. Cette analyse étant faite, le remède ou les remèdes sont assez clairs, d'autant plus qu'en général, cette analyse est liée à ceci et à la croyance qu'au fond, les comportements racistes, discriminatoires, sexistes, homophobes et romanophobes seraient davantage l'apanage des classes pauvres, comme dirait Bourdieu, privées en tout ou partie de capitaux culturels et académiques. Ce qui, au fond, est la réactualisation d'une vieille thèse qui a surgi dans la seconde moitié du 19e sur les classes pauvres et dangereuses, et qui seraient aujourd'hui, non pas seulement dangereuses parce qu'elles sont pauvres, mais étant pauvres, seraient dangereuses parce que, justement, plus enclines que les membres des classes aisées à ce type de comportement. Ce qui est une proposition très aisément falsifiable, c'est-à-dire infirmable, si je puis dire, à la mesure où il est très clair, et les choses sont maintenant parfaitement connues et objectivées, que ce qui surgit à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'est assurément un racisme scientifique, donc un racisme élitaire, des élites scientifiques de la Troisième République. Et ce racisme élitaire et scientifique va avoir des conséquences extrêmement importantes sur l'ensemble des sciences sociales et humaines. Pour le dire plus clairement, il me semble que les associations qui incarnent le mieux ce type d'analyse, c'est d'une part SOS Racisme et la MICRA. Évidemment, une fois qu'on fait ce type d'analyse, le remède à ces mots, c'est de s'adresser à celles et ceux qui sont pensés comme privés de capitaux culturels et académiques pour leur faire découvrir les beautés des cultures et des civilisations autres. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que celles et ceux qui tiennent ce magnifique langage se heurte quand même à des éléments factuels parfaitement établis, c'est la vanité, c'est au sens de vain, d'action vaine de leur campagne eu égard aux involutions politiques qu'on connaît. L'autre conséquence de cette exceptionnalité, de cette mythologie immunitaire, c'est évidemment de rendre quasiment invisible tout ce qui relève des discriminations systémiques et de formes de racisme d'État. Enfin, un argument qui est maintenant devenu une sorte de la doxa quasi officielle, j'allais dire la thèse, mais en fait c'est une opinion, selon laquelle les catégories de racisé, de racisation, de racisme d'État, de discrimination systémique seraient des catégories forgées aux États-Unis par des militants afro-états-uniens d'extrême gauche, ce qui témoigne d'une ignorance crasse de l'histoire de ces concepts. Et c'est entre autres pour tenter de faire un sort à ce type de proposition que je me suis engagé dans la rédaction de ce livre et rappeler que les catégories de racisation et de racisé, par exemple, ont été employées très tôt, notamment par Colette Guillaumin, dans un ouvrage qui vient d'être heureusement réédité, qui s'appelle L'idéologie raciste, qui date de 1972, donc pas exactement récent. Et par ailleurs, la question du racisme d'État est un concept qui a été forgé par Michel Foucault dans un cours qu'il prononce au Collège de France en 1976. Je reviens un tout petit peu en arrière sur la rhétorique. Ces concepts ont été forgés aux États-Unis et par des militants afro-états-uniens d'extrême gauche. L'implicite, qui est souvent plutôt un explicite, c'est
forgée aux États-Unis, donc adéquate pour rendre compte des réalités états-uniennes, mais évidemment, en raison de l'exceptionnalisme français, absolument pas transposable dans la douce République, qui, en raison de la mythologie militaire, évidemment, ne saurait connaître ce type de manifestation. À quoi s'ajoute évidemment l'imputation à militants états-uniens d'extrême gauche, ce qui laisse entendre qu'il ne s'agit pas de concepts, mais il s'agit de slogans, de vociférations qui n'ont strictement rien à voir avec une approche académique et scientifique. Ce qu'infirme donc les analyses de collègues Guillaumin, ce qu'infirme également le cours de Michel Foucault, prononcé en 1976 dans ce qui n'est pas exactement une institution marginale des institutions académiques françaises, le Collège de France hier et aujourd'hui encore. Quand Michel Foucault prononce ce cours, donc en 1976, Michel Poniatowski, si ma ne me trahit pas, est ministre de l'Intérieur, Alice Saunier-Seité, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et à l'époque, ni lui ni elle ne s'en prennent à Michel Foucault en utilisant la catégorie de racisme d'État appliquée à la France, il porte une atteinte à l'honneur de la République, et c'est ça, évidemment, toujours glorieuse histoire. Ce que nos modernes, prétendument modernes libéraux, aujourd'hui, n'ont plus ni ses pudeurs ni ses prudences. Alors, ça fait très longtemps que je suis à l'université pour différentes raisons. D'abord, parce que j'ai commencé par y être étudiant, puis j'ai changé de place et de côté du bureau, donc je suis devenu enseignant. Globalement, je n'ai pas connu d'attaque contre l'institution universitaire et le CNRS aussi importante au cours de ces dernières années, notamment l'attaque de Jean-Michel Blanquer à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, ou ne reculant devant aucune démagogie obscène, il a accusé effectivement l'institution universitaire et le CNRS de porter une part de responsabilité, on le dit, assassinat, au motif que l'institution universitaire et le CNRS seraient des temples de l'islamo-gauchisme et du wokisme. Alors la chose vient de nouveau de ressurgir de façon extrêmement brutale, y compris d'ailleurs par la grâce du Premier ministre, entre autres, à la suite de ce qui s'est passé à Sciences Po et dans un certain nombre d'instituts d'études politiques. Alors, Michel Foucault forge la catégorie de racisme d'État parce qu'il cherche à rendre compte de ce qu'il estime être un changement particulièrement radical avec l'avènement de ce qu'il appelle la biopolitique, c'est-à-dire une politique qui prend de plus en plus en charge la vie au sens écologique du terme, et la conjonction de cela, de l'avènement d'un racisme savant et élitaire, et l'institutionnalisation de cette biopolitique sous la forme de ce qu'on appelle à la fin du 19e et au début du 20e siècle un État hygiéniste, l'ensemble va effectivement déboucher sur des tâches nouvelles qui pèsent désormais sur les pouvoirs publics et l'État, notamment assurer une sécurité sanitaire optimale aux populations qui vivent sur son territoire, mais aussi aux populations qui vivent dans les territoires colonisés, versus des populations racisées, alors qui peuvent être dans les colonies ou qui peuvent être sur le territoire national, qui peuvent être étrangères ou françaises sur le territoire national, versus donc des populations racisées qui ne sont pas simplement altérisées, infériorisées, mais qui se voient en plus imputées, c'est une caractéristique générale des racismes et de l'antisémitisme, d'ailleurs, qui se voient en plus imputées des caractéristiques dangereuses, notamment en matière sanitaire, et le tout venant se cristalliser évidemment autour du métissage, pensé comme la forme la plus grave, la plus dangereuse de corruption des races supérieures par les races inférieures. La conséquence étant que la plupart des racismes et de l'antisémitisme sont en général mixophobes, c'est-à-dire évidemment hantés par le métissage, en tant que ce métissage ne peut que porter atteinte à l'intégrité physique, morale, intellectuelle des races supérieures et évidemment à la pureté de ces mêmes races. Conséquence dans l'espace colonial français, mais pas uniquement. Alors, dans d'autres espaces coloniaux, l'interdiction légalement établie de toute relation entre colonisés et femmes, entre colonisateurs et femmes colonisées. Alors, à part éventuellement des relations liées aux activités professionnelles, mais interdiction du mariage, bien sûr, la hantise étant la multiplication des métis, pensée comme l'incarnation de cette dégénérescence des races dites supérieures,
Dans l'espace colonial français, il n'y a pas de légalisation des interdictions des unions dites mixtes. Par contre, comme chacun le sait, il n'est pas forcément nécessaire qu'une loi juridique, au sens juridique du terme, existe. La loi sociale, globalement, y pourvoit, et les unions dites mixtes sont extrêmement rares, et dans les colonies et en métropole. Exemple, parce que pour moi, c'est à la fois un très grand texte littéraire, une très grande investigation littéraire sur la condition des travailleurs nord-africains en France dans les années 50, début des années 60, le magnifique roman d'Élise de Claire Etcherelli, voilà, Élise ou la vraie vie, où non seulement elle rend compte des conditions d'exploitation et d'oppression subies par les travailleurs nord-africains, mais où elle rend compte également de cette proscription terrible qui pèse sur les unions mixtes et qui fait qu'une femme blanche, on va dire en ces termes évidemment, qui a une relation avec un arabe, pour le dire également en ces termes, est immédiatement mise au banc de la collectivité et en général se voit qualifiée par des qualificatifs que je n'emploierai pas là, et dont on voit assez bien quels ils sont. En métropole toujours, cette volonté de protéger le groupe dominant va avoir des conséquences très particulières, entre autres sur... alors là, c'est d'autant plus intéressant qu'il s'agit des populations françaises et étrangères, notamment sur les gens du voyage et les Roms étrangers et français. En effet, la loi du 16 juillet 1912 établit pour ces deux catégories, alors pour les Français, l'obligation de la carte d'identité, dans un contexte où la carte d'identité à l'époque n'existe pas. Il faut rappeler que la carte d'identité n'a été rendue obligatoire que sous le régime de Vichy, qu'elle a été supprimée, cette obligation, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et que cette obligation a été rétablie pendant la guerre d'Algérie. Autrement dit, c'est bien une situation d'exception, la guerre d'Algérie, qui a justifié le rétablissement d'un dispositif d'identification. C'est donc relativement aux gens du voyage français une mesure très clairement discriminatoire qui a pour objectif leur identification d'une part et le suivi de leur déplacement, j'y reviendrai. En ce qui concerne les Roms français ou étrangers, il se voit imposer un carnet anthropométrique, et là aussi c'est très intéressant, le carnet anthropométrique est une invention de Bertillon, qui est très fier de son invention, parce que le carnet anthropométrique a pour objectif d'identifier les criminels, et c'est ce qui va conduire, par exemple, ça existe encore aujourd'hui, si vous êtes arrêté, placé en garde à vue et suspecté, vous allez être pris en photo, de face, de profil, de trois quarts, et le fonctionnaire de police va relever l'ensemble de vos caractéristiques physiques, la couleur de vos yeux, cicatrices apparentes ou pas, etc., etc. Et donc, Bertillon est à l'origine de cela. À l'origine de ce dispositif, carnet anthropométrique est appliqué à des criminels. L'objectif étant à la fois d'identifier les criminels et d'être capable, par la grâce du carnet anthropométrique, d'identifier les récidivistes indépendamment du temps écoulé, parce que Bertillon estime qu'avec sa découverte, on pourra, quels que soient les outrages des uns et les maladies éventuelles des uns et des autres, les identifier parce que, effectivement, la couleur des yeux, ça ne change pas, les cicatrices sur le corps, ça ne bouge pas, outre le fait que le carnet anthropométrique est très précis parce qu'il comprend également toute une série de mesures, des mains, des doigts, de l'angle facial, l'écartement des yeux, etc., etc. Et donc, ce qui est à l'origine mobilisé pour des catégories criminelles va être transposé à des catégories qui n'ont commis aucun crime, leur seul crime étant d'avoir un mode de vie qui n'est pas celui de groupe dominant et qui est pensé comme un mode de vie. C'est vrai pour les gens du voyage, comme un mode de vie qui déjà est pensé comme particulièrement dangereux, comme portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes et comme portant atteinte également à la sécurité sanitaire, dans la mesure où ces catégories-là pauvres se voient imputer en partie la responsabilité de la transmission d'une maladie des pauvres, à savoir la tuberculose et éventuellement des maladies vénériennes. Les conséquences de cette loi sont des atteintes très substantielles à la liberté d'installation et de circulation, et dans leur volonté de suivre les mouvements de ces populations, se pose immédiatement un problème au législateur de la Troisième République, qui est le suivant.
À la différence, comme on le dit à l'époque, des Noirs, des Jaunes et des Rouges, le problème des gens du voyage et des Roms, c'est qu'ils ne sont pas morphologiquement identifiables immédiatement. Du coup, comme dirait l'autre, que faire pour être capable de suivre leur mouvement sur le territoire national? La réponse du législateur va être très claire. L'imposition faite à ces populations d'apposer une plaque sur leur véhicule, plaque sur laquelle est indiqué, et la loi est à ce point précise que la taille des lettres et des chiffres est précisée dans la loi, sur laquelle est indiqué loi du 16 juillet 1912, de façon à ce que la maréchaussée puisse identifier de loin la plaque, lire le contenu de la plaque, et la plaque est par ailleurs enfin estampillée par l'estampille du ministère de l'Intérieur, pour prouver que la plaque est bien une plaque officielle. Alors, je ne vais pas, sans faire un parallèle complet, il me semble qu'on a là néanmoins un des premiers dispositifs d'identification de populations qui ne sont pas immédiatement identifiables et donc, alors évidemment à des fins radicalement autres, mais dont l'autre forme prise va être évidemment l'imposition de l'étoile jaune aux Juifs, qui correspond exactement au même type de problème à résoudre, c'est que les Juifs ne sont pas immédiatement identifiables par des traits morphologiques, et donc il faut être capable de les identifier par un signe imposé par la puissance publique, et c'est exactement ce que va faire évidemment le régime de Vichy. Alors je ne fais pas un parallèle exact, parce qu'évidemment, à l'époque de la loi du 16 juillet 1912, il ne s'agit évidemment pas de les porter et ni moins encore d'exterminer les populations concernées, mais c'est bien le même type de technique qui est à l'œuvre, et c'est précisément parce que c'est une technique d'identification qu'elle peut être utilisée pour identifier des populations complètement différentes et à des fins complètement différentes. La loi de 1912 est très intéressante, elle traverse toute la Troisième République, Front populaire compris, dont on nous dit qu'il s'est beaucoup préoccupé du sort des travailleurs français, assurément, un peu poussé par la grève générale et les occupations d'usines, non moins assurément, mais le Front populaire ne change pas d'un iota, d'ailleurs, soit dit en passant, ni la condition des indigènes français, ni, soit dit en passant, la condition des femmes, qui étaient mineures dans l'ordre politique avant juin 1936 et qui le sont après, puisqu'elles ne sont pas citoyennes, et le Front populaire ne change pas non plus d'un iota la loi de 1912. Je vais plus vite. Le régime de Vichy va s'appuyer sur cette loi. Bref, rétablissement des institutions républicaines. Préambule de la Constitution de la 4e République qui rappelle évidemment, en raison de la destruction des Juifs d'Europe, la proscription de toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine. La loi de 1912 est maintenue. Elle traverse toute la 4e République, elle traverse la 5e République. Il faut attendre 1969 pour que la loi soit abrogée, non pas réformée. Le législateur s'aperçoit évidemment que l'obligation de la carte d'identité est caduque, que ce n'est plus nécessaire, c'est donc supprimé. Ce qui est maintenu, c'est le contrôle, installation, circulation, puisque contrairement à la mythologie nationale républicaine, effectivement, les maires ont la possibilité, au-delà d'un certain seuil de population rome sur le territoire de leur commune, d'interdire l'installation de populations nomades et roms sur leur commune. Donc c'est bien l'existence officielle d'un quota, et appelons les choses comme elles doivent l'être, d'un seuil dit de tolérance. Donc, atteinte là aussi, et là encore, très substantielle à la liberté de circulation et d'installation, à quoi s'ajoute une discrimination très importante en matière d'accès aux droits politiques, puisque là où les sédentaires, lorsqu'ils changent de commune, peuvent voter à partir de 6 mois d'installation dans leur commune nouvelle, les gens du voyage et les Roms doivent attendre, si ma mémoire ne me trahit pas, 1 an. Et globalement, il faut attendre 2017 pour que la loi de 1969 soit enfin abrogée. Réjouissons-nous, la République est enfin fidèle à son politique liberté, égalité, fraternité, mais ne nous réjouissons pas trop vite parce que la loi disparaît. Ce qui est maintenu, c'est une terrible politique publique romanophobe, d'autant plus terrible qu'elle jouit d'un très singulier consensus qui court des extrêmes droites jusqu'à une certaine gauche, qui se croit socialiste, enfin, qui s'en réclamait d'ailleurs, puisque, par exemple, Manuel Valls, je ne me rappelle pas s'il était Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, a évidemment poursuivi cette politique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, d'une part, au nom de la défense de la sécurité publique, défense des biens et des personnes, et au nom de la sécurité sanitaire, arguant que le mode de vie de ces gens-là, de ces populations, comme ils disent, fait courir un risque sanitaire significatif aux populations sédentaires, ce qui justifie pour lui
et pour la majorité qui le soutenait, et le président qui l'avait nommé, la poursuite du démantèlement des camps. Et donc la poursuite de la précarisation des populations roms, avec là des atteintes très substantielles portées aux droits des adultes, mais aussi des atteintes très substantielles portées aux droits des enfants. Donc il faut rappeler que pèsent sur la République des obligations à la fois nationales et européennes et internationales, donc qui sont l'obligation de la scolarisation. Ce que, évidemment, le démantèlement réitéré des camps empêche. Et donc, j'ai la faiblesse de croire que nous sommes, nous étant un nous collectif, parfaitement légitime à considérer que nous sommes bien là en présence, dans un premier temps, d'une romanophobie d'État inscrite dans la loi, d'une romanophobie d'État inscrite dans les politiques publiques, mais que cette romanophobie d'État peut également être qualifiée au fond de racisme d'État, dans la mesure où les populations roms sont effectivement racisées et se voient imputer, encore une fois, toute une série de caractéristiques qui permettent leur identification celles-ci étant identifiées, qui permettent de légitimer les politiques publiques particulièrement violentes à leur endroit. Au fond, le statut des Roms est celui de paria, c'est-à-dire celui de, non pas seulement parce qu'ils sont au plus bas, si je puis dire, de la hiérarchie ethno-raciale et sociale, mais parce que, quoi qu'ils fassent, qu'ils s'expriment individuellement, qu'ils s'expriment collectivement, notamment par la grâce, entre guillemets, des associations, ils ne sont jamais entendus parce qu'ils ne sont jamais entendables. Et au fond, c'est ce qui permet aussi, en partie, hélas, de comprendre l'extraordinaire consensus qu'il y a contre eux, c'est le fait que ça concerne, hélas, aussi un certain nombre de formations des gauches politiques et tardivement aussi de certaines organisations syndicales, le fait que le paria, c'est au fond celui avec lequel il est quasiment impossible de se solidariser, sauf à s'exposer soi-même justement à certaines formes de stigmatisation. Ce qui me paraît là donc confirmer en partie un certain nombre d'analyses de Michel Foucault, qui était par ailleurs extrêmement attentif, et la question des Roms en témoigne, extrêmement attentif à l'importation sur le territoire national de toute une série de dispositions, de dispositifs et de techniques répressives utilisées dans les colonies et transposées et importées en métropole. Second exemple, le racisme d'État, et pour ménager le suspense, je vais commencer par vous lire quelques citations que vous direz de qui elles sont après. C'est une citation qui commence ainsi. La discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui, compte tenu de ses conséquences dangereuses, exige une vigilance spéciale de la part des autorités, lesquelles doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme. Ça n'appelle pas de commentaire particulier parce que ça me paraît très clair, si ce n'est que la caractérisation de la discrimination raciale comme particulièrement odieuse, au regard de ses conséquences, a une autre conséquence très pratique, qui est qu'il pèse, au regard des conséquences particulièrement odieuses de la discrimination raciale, il pèse sur les pouvoirs publics, c'est écrit en toutes lettres, une obligation de résultat, dans la mesure où cette puissance publique doit, je cite encore, utiliser tous les moyens pour combattre le racisme. Je signe. La pratique des contrôles faciès, c'est une réalité quotidienne. C'est bien, vous s'en doutez un peu, mais c'est quand même important de le lire et de le dire, parce que ça prouve que ce n'est pas lié à des comportements individuels de fonctionnaires de police, il s'agit bien de l'application par ces fonctionnaires de police d'une politique publique qui fait que ces contrôles aux faciès sont bien systématiques. Les mêmes concluent ainsi, ces contrôles aux faciès, sous-entendu, constituent, c'est là commence la citation, une violation flagrante des droits fondamentaux et, conséquence, une faute lourde engageant directement la responsabilité de l'État. Ce texte n'est pas un texte du défenseur des droits, ce n'est pas un texte de la CNCDH, ce n'est pas un texte d'Amnesty International, ce n'est pas un texte trouvé dans un tract du NPA, c'est le texte rédigé par les juges de la Cour de cassation en 2016 dans un arrêt rendu par cette même institution à la suite de la saisine de cette cour par des jeunes hommes racisés des quartiers populaires qui avaient fait l'objet de contrôles aux faciès. Fort bien. Les plaignants ont obtenu gain de cause. Tant mieux pour eux.
2021, une professeure du 9-3 emmène ses élèves visiter des institutions européennes à Bruxelles, retour gare de l'Est à Paris, la classe descend, des fonctionnaires de police se présentent, 3 lycéens sont extraits de la classe, évidemment sur des critères ethno-raciaux, j'imagine tutoiement de rigueur, en général ça va de soi, palpation, fouille des bagages, au motif que, évidemment, au regard de leur provenance, des caractéristiques ethno-raciales qui leur sont imputées, ils sont non pas présumés innocents, mais présumés coupables et coupables de trafic de drogue, puisque c'est bien l'objectif de la fouille des bagages. Les plaignants portent plainte, l'affaire arrive devant la Cour d'appel de Paris, nous sommes en 2021, la Cour d'appel de Paris, et l'arrêt est très intéressant, alors je suppose que la lecture des arrêts de la Cour d'appel de Paris n'est pas forcément votre tasse de thé, mais en l'occurrence c'est très intéressant parce qu'à la différence de la Cour de cassation, la Cour d'appel, elle, reprend l'ensemble des faits, et donc l'arrêt est très intéressant parce qu'on a accès aux détails de la façon dont les fonctionnaires ont procédé, etc., etc. Donc, c'est un document factuel d'une précision chirurgicale. Et les juges de la Cour d'appel, évidemment, même fait, même conséquence, s'appuient sur l'arrêt antérieur de la Cour de cassation et concluent exactement de la même façon, faute lourde de l'État. Il est coupable, il est responsable, donc il est coupable, donc il est condamné. Très bien. Les plaignants obtiennent gain de cause. Le problème, c'est que pour les admirateurs béats de l'état de droit, là, nous sommes confrontés à pas un petit problème, un très gros problème. C'est-à-dire que l'État est objectivement en situation de récidive, mais cet État n'a strictement que faire d'une condamnation par la plus haute juridiction de ce pays et de la réitération de cette condamnation par une cour d'appel, dans la mesure où il continue d'appliquer cette politique publique. Pour dire, on n'a pas affaire à un État de droit qui se plie aux droits et aux principes qui sont réputés être les siens, on a affaire à un État qui s'extrait de ses droits et de ses principes et qui s'affirme comme un État de police et, pour le dire en ces termes, comme un État d'exception, puisque, justement, il se dégage des règles auxquelles il devrait se plier. Là aussi et là encore, évidemment, il n'appartient pas aux juges de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de caractériser plus amplement cette affaire, mais le nous étant encore une fois un nous collectif, j'ai aussi, là encore, la faiblesse de croire qu'au regard, entre autres, de ces deux jugements, nous sommes parfaitement en droit de considérer que nous sommes bien là confrontés à un racisme d'État qui permet de comprendre le racisme institutionnel qui existe dans la police. Parce que ce racisme institutionnel qui existe dans la police ne pourrait pas persévérer comme racisme institutionnel dans la police si l'État faisait ce que la Cour de cassation a exigé, c'est-à-dire recourait à tous les moyens dont il dispose pour combattre le racisme institutionnel dans la police. Or, c'est précisément parce que l'État non seulement s'abstient de le faire, mais qu'il encourage les policiers à procéder à des contrôles faciès, que ces politiques sont réitérées. Il est désormais bien connu et documenté le fait qu'ont été expérimentées dans les quartiers populaires d'abord des techniques répressives, dont une partie d'ailleurs ont été utilisées antérieurement dans les colonies, avant que ces techniques policières et répressives, et que ce qu'il est conduit d'appeler la doctrine du matador de la française, soient appliquées d'une part aux Gilets jaunes et d'autre part à l'ensemble des mouvements sociaux, en rappelant d'ailleurs que la police française et la gendarmerie française sont, et là je m'appuie sur une référence qui est importante, François Sureau, avocat, ancien membre du Conseil d'État, qui vient d'être élu à l'Académie française, qui n'est pas vraiment un islamo-gauchiste, qu'on a de la peine à qualifier de wokiste. Je rappelle qu'il a été un des soutiens de François Fillon, bon, dont on dit aussi qu'il est un visiteur du soir d'Emmanuel Macron, je lui laisse ses contradictions. François Sureau est très libéral sur le plan économique, mais il est aussi très libéral sur le plan des droits et libertés démocratiques, et il incarne ce qui en France est en général très marginal, ce qui aux États-Unis l'est moins. Et dans un ouvrage qui s'appelle « Sans la liberté », publié dans une toute petite maison d'édition qui s'appelle Gallimard, François Sureau étudie justement la dégradation très importante des droits et libertés démocratiques depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à nos jours. Et il commence par son texte, par cette description d'un policier français.
Il s'attarde sur quoi? Sur le fait qu'effectivement, la police et la gendarmerie française sont les seuls au sein des États membres de l'Union européenne à pouvoir procéder à des contrôles d'identité et à être présents lors de manifestations parfaitement pacifiques avec des armes de guerre, des fusils d'assaut. Par ailleurs, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin, je ne peux pas croire qu'il n'est pas au courant, donc il ment. Rappelez que les maintenant sinistrement célèbres balles LBD, lanceurs de balles de défense, et grenades de désencerclement sont dans le code de sécurité intérieure définis comme des armes de guerre. Et François Sureau montre qu'au-delà de ces particularités du maintien de l'ordre à la française, de point de vue des armes possiblement utilisées, celui-ci, ce maintien de l'ordre à la française, se caractérise effectivement par une violence particulièrement significative, corroborée d'ailleurs par, d'une part, des institutions européennes et d'autre part, par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui, à plusieurs reprises, relativement d'ailleurs au contrôle faciès et relativement aux méthodes de la police et de la gendarmerie utilisées pour réprimer les mouvements sociaux, a adressé plusieurs recommandations aux autorités françaises, évidemment strictement rien fait. Racisme d'État étant, l'exemple français le montre, parfaitement compatible par ailleurs avec le fonctionnement d'institutions, disons, démocratiques et le fait que d'autres catégories de la population ne voient pas forcément leurs droits ainsi atteints. Là où, et c'est la différence avec des États racistes, où les États racistes se structurent en général objectivement et de façon tout à fait officielle, parce que ça fait partie des représentations considérées comme scientifiquement établies, se structurent sur une véritable représentation hiérarchisée du genre humain, ayant pour conséquence le fait que les minorités racisées se voient en général en tout, en partie parfois, mais plutôt en tout, privées des droits et libertés démocratiques. Alors, pour répondre à un argument qui est d'une grossièreté intellectuelle remarquable, mais qui est efficace parce qu'il est très grossier intellectuellement, quand on tient ce type de propos, c'est-à-dire, il existe en France un racisme d'État, souvent, ça fait partie de la rhétorique commune, on se voit opposer cet argument, vous parlez de racisme d'État en France, donc vous mettez sur le même plan la France républicaine et l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Argument d'une grossièreté remarquable, alors qui est efficace et qui permet pour celles et ceux qui l'utilisent de faire croire qu'ils ont un peu de culture et qui manient correctement le comparatisme, ce qui évidemment n'est pas le cas. Et donc l'Afrique du Sud est effectivement un assez bon modèle, si j'ose dire, d'État raciste. Je passe très vite, c'est analysé dans le livre. Et pourquoi c'est analysé dans le livre? Parce que souvent l'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, a été analysée comme une sorte d'isolat qui émerge après 1945, alors même qu'en fait, un certain nombre de dispositions, de techniques répressives existant antérieurement sont des techniques très communes aux colonies et des puissances coloniales européennes, qui ne sont pas du tout le propre de l'Afrique du Sud avant 1945. Je passe sur les États-Unis, simplement pour dire que de l'abolition de l'esclavage en 1865 jusqu'en 1967, j'ai dit 1967 et ma langue n'a pas fourché, c'est-à-dire l'abolition des dernières dispositions relevant de la ségrégation raciale, qui ne sont abolies qu'en 1967, les États-Unis ont effectivement été à la fois un État raciste, avec l'organisation de deux systèmes politico-juridiques, un système politico-juridique appliqué et applicable et opposable aux Blancs, qui globalement jouissait des droits et libertés démocratiques établis, et de l'autre, un système politico-juridique imposé d'une part aux Afro-États-Uniens, et on oublie trop souvent, également appliqué aussi aux populations autochtones, c'est-à-dire aux Indiens, qui non seulement cela, et à la différence des Afro-États-Uniens, ont fait l'objet de ce qu'a très bien analysé d'ailleurs Tocqueville, spoliation, expulsion, massacre, et Tocqueville parle même d'ailleurs
extermination, en précisant immédiatement que le terme d'extermination à l'époque où Tocqueville l'emploie n'est évidemment, puisqu'on est en 1850, n'est évidemment à l'époque pas synonyme de génocide. Mais Tocqueville est extrêmement est très conscient de ceci, puisque Tocqueville finit la démocratie en Amérique avant même que le processus d'expansion des États-Unis soit arrivé sur la côte ouest. Mais il est parfaitement conscient, et il a des pages qui sont étonnamment lumineuses sur l'avenir des États-Unis. Il dit, lorsque les Américains sont arrivés sur la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire San Francisco, Los Angeles, il dit, les Indiens auront cessé d'exister. Alors, il ne veut pas dire que tous les Indiens auront été exterminés, mais il veut dire qu'ils n'existeront plus qu'à titre résiduel, ce qui a été effectivement confirmé par la disparition significative de l'écrasante majorité des Indiens et par leur relégation dans des réserves. Le terme en lui-même, d'ailleurs, est entre guillemets admirable, mais atrocement admirable. Je finirai sur ce point, j'imagine qu'il y a éventuellement une attente sur ce sujet. Je précise immédiatement que le livre et donc le manuscrit antérieurement le manuscrit pardonnez-moi et le livre ont été imprimés avant les événements du 7 octobre 2023, puisque le dernier chapitre porte sur Israël, un état d'apartheid. Alors, si j'avais aujourd'hui à réécrire cette partie, s'il y avait une nouvelle édition, mais ça dépend en partie de vous, je ne réécrirai pas cette partie, non pas parce que j'ai la naïveté ou l'orgueil de croire que j'ai écrit des choses gravées dans le marbre, mais parce que ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre ne porte pas sur ce sujet et n'affirme pas les analyses relatives à la situation d'apartheid imposée par l'État d'Israël dans les territoires occupés. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie corrobore effectivement la caractérisation de situation d'apartheid, puisqu'on sait que les colons soutenus par l'armée et la police poursuivent le processus de colonisation, ont commis des meurtres, 250 et 300, donc ce n'est pas marginal. Par contre, ce que je rajouterais, c'est une partie sur la nature de la guerre menée par l'État d'Israël à Gaza, en précisant ceci. Alors, il n'y a pas d'équivoque sur ce qui va être dit. Cette guerre me paraît, sur le fond, hélas et sinistrement, une très classique guerre coloniale. Par contre, ce qui n'est pas classique, ce sont les effets de cette guerre. Très classique guerre coloniale parce que globalement, les guerres coloniales, et celle-là en particulier, et je reviendrai sur les antécédents, reposent presque toujours sur les mêmes absences de principe, justement, c'est-à-dire l'effondrement de la distinction entre civils et militaires, au motif que pour atteindre les terroristes, hier le FLN, j'y reviendrai, algérien, aujourd'hui le Hamas, il faut nécessairement s'en prendre aux civils parce que ces civils sont pensés d'une façon ou d'une autre comme apportant un soutien politique, logistique, voire armé aux dits terroristes. Et donc, que l'État en question est légitime à frapper cela pour atteindre les autres. D'où l'effondrement de la distinction entre civils et militaires, objectivé par le fait que l'écrasante majorité des victimes à Gaza sont des civils et que parmi l'écrasante majorité des civils, 70% de ces civils sont des femmes et des enfants. Et que le comité de l'ONU a documenté, ce n'est pas le Hamas, ont été tués au cours des mois de guerre écoulés, autant d'enfants que dans les 4 derniers conflits mondiaux, 4 derniers conflits qui ont lieu dans le monde récemment. L'autre conséquence des guerres totales coloniales sans principe, et c'est en particulier au premier point, c'est l'effondrement de la distinction entre champ de bataille et sanctuaire. Parce qu'évidemment, pour protéger les civils, il faut prévoir des sanctuaires, c'est-à-dire des espaces dans lesquels ces civils vont pouvoir, la garantie n'est jamais absolue, échapper partiellement aux violences de guerre. Et très traditionnellement, et c'est maintenant inscrit dans les conventions internationales, ces sanctuaires sont hôpitaux, lieux de culte, marchés, écoles, et évidemment toute installation de l'ONU et toute installation d'ONG dont l'objectif est d'assurer l'assistance à les populations civiles dans ces sanctuaires.
Or, la guerre menée par l'État d'Israël à Gaza prouve qu'il y a là un effondrement absolu de la distinction entre champ de bataille et sanctuaire. Dans le nord même de Gaza, c'est pire que cela, puisque maintenant les choses sont documentées et elles le seront de plus en plus. Les méthodes employées par l'armée israélienne ont pour objectif la destruction totale du tissu urbain, la destruction totale des infrastructures électriques, eau, champs, plantations. Autrement dit, il s'agit très clairement et objectivement de rendre la vie dans le nord de Gaza, au sens le plus immédiat du terme, totalement impossible avant plusieurs années, voire des dizaines d'années, ce qui est corroboré d'ailleurs par une enquête récemment parue, où globalement les estimations pour la reconstruction seulement du nord de Gaza s'inscrivent maintenant dans un laps de temps qui est entre 5 et 10 ans. Antécédent, la France, entre le 19 mars 1962 et, pardonnez-moi, le 1er novembre 1954 et le 19 mars 1962 en Algérie, a globalement procédé de même. L'armée française, au cours de la guerre d'Algérie, a déporté, j'ai bien dit déporté, des populations civiles à hauteur de 2,5 millions de personnes qui ont été vidées, ces personnes, des zones dans lesquelles elles vivaient antérieurement pour être installées dans des camps dits de regroupement. C'était l'application de la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire à la française, dont les officiers supérieurs avaient tiré le bilan suite à la défaite en Indochine. Ils n'étaient pas des imbéciles, il ne faut jamais sous-estimer ce que j'ai dit. Ils avaient lu les textes de ceux qui combattaient et ils étaient tombés sur cette phrase célébrissime de Mao Tse-tung: il faut que les révolutionnaires soient dans la population comme des poissons dans l'eau. Ils en avaient tiré la conclusion de leur point de vue légitime. Si les révolutionnaires, pour gagner, doivent être parmi la population comme des poissons dans l'eau, alors on va retirer l'eau. Et c'est effectivement ce que l'armée française a appliqué en Algérie. Ces 2,5 millions de personnes qui ont été déportées, par la suite, tout individu, homme ou femme, armé ou non, qui était présent dans les lieux ainsi vidés de leur population, était immédiatement considéré comme un terroriste et immédiatement susceptible d'être abattu. Par ailleurs, les choses sont maintenant établies et également documentées. La doctrine de la guerre révolutionnaire à la française a été exportée avant même la fin de la guerre d'Algérie, d'une part aux États-Unis, d'autre part en Argentine, puisqu'il y avait à quelques centaines de mètres du palais présidentiel à Buenos Aires une antenne de l'armée française. Et effectivement, des officiers supérieurs français ont formé les cadres de l'armée argentine à la guerre contre-révolutionnaire. Le général Videla, qui a été condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité, qui n'a pas été libéré pour état de santé défaillant et qui est donc mort en prison, avait donné un entretien avant sa disparition à un journaliste où il a corroboré le fait, mais c'était documenté antérieurement, qu'effectivement, l'armée argentine a été en partie formée par la doctrine française de la guerre contre-révolutionnaire. Videla et ses CI ayant fait application de cette doctrine de façon remarquable, puisque je rappelle que les coups d'État en Argentine, c'est entre 35 et 40 000 morts et disparus, avec une technique du terrorisme d'État qui a été massivement également utilisée pendant la guerre d'Algérie, à savoir la disparition forcée, qui est effectivement aujourd'hui pensée et qualifiée comme un crime contre l'humanité par la grâce de Louis Joinet, fondateur du syndicat de la magistrature, et très engagé justement pour faire adopter cette convention internationale. Relativement à la question de l'apartheid, alors, eu égard au contexte français où désormais toute critique de l'État, de la politique menée par l'État d'Israël est immédiatement assimilée à de l'antisémitisme. Merci à Manuel Valls d'avoir rajouté une petite couche à la couche déjà très épaisse de ceux qui vocifèrent du soir au matin et du matin au soir sur ce sujet. Rappeler à cela que la qualification d'apartheid dans les territoires occupés ne relève pas d'une opinion, ne relève pas de l'expression d'une indignation liée aux actes commis là-bas, ne relève pas d'une subjectivité affolée par cette indignation, mais relève d'une qualification juridique qui s'appuie sur une convention internationale de 1973, qui a été élaborée au moment où existait l'apartheid dans l'Afrique du Sud,
mais où la volonté de ceux qui ont rédigé cette convention, dont la France est signataire, était, au-delà du cas sud-africain, de mettre en place ce que les juristes appellent un instrument juridique, permettant donc, au-delà du cas sud-africain, d'identifier d'autres situations d'apartheid non réductibles au cas sud-africain. Et c'est donc sur la base de cette convention de 1973 que, le nous étant encore une fois un nous collectif, nous sommes en droit de considérer effectivement que ce qui se passe dans les territoires occupés relève bien de ce type de choses. Préciser, c'est tout à fait singulier d'avoir à le faire, qu'en Israël, des associations, des journalistes, des personnalités, qui sont d'ailleurs même parfois du Likoud, utilisent la catégorie d'apartheid. Alors, parmi les journalistes, rendons-leur hommage parce que le travail de documentation qu'ils font depuis très longtemps est un travail extrêmement précieux, à la fois pour les ONG israéliennes et palestiniennes, plus largement. Je pense en particulier à Amir Haas, correspondant du Haaretz pendant longtemps en Cisjordanie et à la bande de Gaza, et à Gideon Lévy, toujours journaliste au Haaretz. Donc, il faut rappeler qu'il est à ce point menacé par l'extrême droite nationaliste israélienne qu'il est sous surveillance policière. Sous protection policière, pardonnez-moi, sans doute aussi sur surveillance policière, mais comme chacun sait, la police peut à la fois protéger et en même temps qu'elle protège, surveiller. Qui ne serait pas du tout étonnant. Même, en général, c'est même les deux fonctions qui permettent de légitimer justement la fonction de surveillance par la fonction de protection. Passons. Qui utilise cette catégorie depuis fort longtemps. De même, un certain nombre d'ONG israéliennes, notamment, je pense, entre autres, à B'Tselem, mais pas uniquement. Et par ailleurs, et là, je vais citer plusieurs personnalités, parce que, non pas parce que c'est un argument d'autorité, mais parce que ça me paraît important du point de vue de l'évolution de certains, et donc aussi de ce qu'il me semble nécessaire de faire relativement à ce qui passe à Gaza, Elie Barnavi, historien, ambassadeur d'Israël en France, qui n'est pas un islamo-gauchiste, c'est moins qu'on puisse dire, qui avait d'ailleurs signé un appel très virulent contre celles et ceux qui caractérisaient la situation dans les territoires occupés d'apartheid, et qui, devant l'évolution catastrophique de la situation liée à la politique menée par l'État d'Israël dans ces mêmes territoires, a fini par signer une tribune dans laquelle il reconnaissait effectivement que la qualification d'apartheid était adéquate à ce qu'il s'y passait. Celui que je vais citer, je vais le citer néanmoins, mais sous d'autres cieux et dans une autre conjoncture, que sans doute aucun d'entre nous ne connaîtra, mais passons, celui-là serait sans doute poursuivi pour complicité de crimes de génocide. Excusez le coup. Puisqu'il s'agit d'Hubert Védrine. Je rappelle qu'il avait été conseiller aux affaires africaines de François Mitterrand, gouvernement de cohabitation, nous sommes en 1994. Le génocide au Rwanda a commencé depuis le 8 avril 1994. L'État et le gouvernement français sont les seuls à avoir, j'ai failli dire, accueilli. Et oui, officiellement, ils ont été accueillis. Des membres du gouvernement intérimaire en mai 1994, c'est-à-dire des membres du gouvernement génocidaire, alors même que le génocide était en cours et qu'il était relativement facile, si je puis dire, de savoir qu'il l'était, parce que s'il y a bien un génocide, c'est entre guillemets comme Gaza, qui est particulièrement documenté, c'est entre autres celui-là. Donc, personnalité dont on aura là aussi du mal à nous faire croire qu'il est issu de l'extrême gauche radicale française, et qui a fini par signer une tribune dans Le Monde avec 5 autres ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour considérer effectivement que la qualification d'apartheid était adéquate. Je finirai, et dernière référence, ancien ministre, lui aussi socialiste de l'agriculture, Jean Glavany, redevenu parlementaire, qui va être à l'origine d'un rapport parlementaire sur la politique publique de l'eau menée par Israël, sur une ressource vitale pour beaucoup de choses, c'est absolument évident. Un rapport qui repose sur une enquête de terrain menée à la fois par des ONG israéliennes et des ONG palestiniennes, et par un déplacement groupe parlementaire sur place, qui arrive à la conclusion qu'effectivement, la gestion de l'eau par l'État d'Israël en Israël et dans les territoires occupés relève d'une gestion que Jean Glavany qualifie d'apartheid. Et évidemment,
politique qui vise à privilégier systématiquement et les territoires israéliens et les colons dans les territoires occupés au détriment des populations palestiniennes, avec des conséquences catastrophiques, bien sûr, pour l'agriculture dite palestinienne. Alors, bah, écoutez, je finirai sur ce point. Je pense qu'on reviendra éventuellement sur la question de qualification d'actes de type génocidaire. Enfin, je vais préciser. En ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup de doutes sur la chose. Je rappelle que là aussi, là encore, maintenant, la CPJ enquête sur la chose, qu'il y a un certain nombre de déclarations d'officiels de l'ONU considérant que c'est bien ce qui est en train de se commettre. Par contre, je pense que, et c'est lié à ce qui a été dit précédemment sur la question de l'apartheid, si on ne veut pas simplement prêcher à des convaincus, je pense que nous avons au moins une tâche qui serait d'exiger maintenant, dès maintenant, la mise en place d'une commission d'enquête indépendante et internationale chargée de recueillir l'ensemble des témoignages écrits, visuels, tout ce qu'on veut, permettant d'établir et d'objectiver effectivement et donc de réunir le maximum de preuves permettant effectivement de conclure et non pas de préjuger, mais bien de conclure que ce qui est en train et ce qui aura été commis à Gaza par l'armée israélienne lorsque le conflit se sera achevé relève bien des crimes de génocide. Et je pense que c'est absolument essentiel de faire cela parce qu'on ne peut pas se contenter simplement de dire crime de génocide. Je crois que, eu égard à la gravité extrême, à la fois juridique, politique et symbolique de l'accusation, notre devoir, au sens le plus collectif du terme, est de rassembler, encore une fois, pas nous, mais le maximum de preuves pour, effectivement, comme pour l'apartheid, arriver à convaincre celles et ceux qui, pour le moment, ne sont pas d'accord avec ça, mais dont on peut penser qu'en multipliant effectivement les preuves, il sera possible effectivement de les convaincre que c'est bien de cela qu'il s'agit. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon et pour cette approche implacable de réalité, ô combien implacable. Évidemment, vous avez la parole. Si vous voulez intervenir, poser des questions, demander des précisions. Protestez de pas tomber, moi. Oui, Jean-François. Attends. Alain Polita vient d'être signé aujourd'hui avec pas mal de gens une tribune dans le monde anti-guerre concernant l'affaire Alain Polita, qui donc a été écarté de ce comité comme la décision du Le comité pour la défense de la laïcité ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est sa fonction. Si ce n'est pas son intitulé, c'est sa fonction officielle. C'est-à-dire que là, c'est la ministre qui a dit voilà, on l'écarte au motif qu'il a avancé des arguments qui ne sont pas complètement ceux de ce comité, et on l'écarte. Comment tu analyses ça? Alors, Alain Polita est donc un professeur à l'UEP de Paris, qui est entre autres, pas uniquement un spécialiste de la laïcité, qui faisait partie de ce comité, qui, dans le cadre d'un entretien, parce qu'il a consacré une étude très précise et une enquête de terrain très précise sur les femmes qui portent le voile. Et il avait eu cette phrase en disant, je cite de mémoire, alors sans forcément respecter totalement la lettre, mais sans trahir l'esprit, il avait cette phrase en disant, pour certaines femmes, le port du voile est un instrument d'émancipation. Évidemment, tollé général, comment Alain Policar peut-il justifier
le port du voile, d'une part, et d'autre part, qualifier le voile d'instrument d'émancipation. Sauf que, évidemment, il y avait une virgule, et après la virgule, il y avait des arguments. Enfin, des arguments. Oui, des arguments et des témoignages de ces étudiantes et de ces femmes qui portaient le voile et qui disaient la chose suivante: le port du voile, alors, me permet, c'est elle qui parlait, au singulier et au pluriel, me permet de poursuivre mes études supérieures en donnant des gages à ma famille, parce que c'est la condition pour ma famille que je poursuive des études supérieures. Autrement dit, effectivement, là, elle cède sur un élément, mais le fait de céder sur cet élément est pensé par elle comme ce qui va leur permettre de poursuivre des études supérieures, donc de s'engager dans une voie où elles vont acquérir des diplômes, et ensuite pouvoir, et évidemment une forme d'émancipation à la fois par les diplômes et par éventuellement les professions auxquelles elles vont se destiner. Alors on peut considérer qu'effectivement c'est une conséquence négative d'une pression familiale et religieuse exercée sur, oui, assurément, mais ça n'infirme pas le fait que pour certaines femmes, c'est effectivement un instrument de négociation, alors qui existe d'ailleurs pas uniquement en France, en Algérie, c'est un instrument de négociation très important. Il m'est arrivé de faire des conférences en Algérie dans des universités algériennes, avec dans des amphithéâtres de 400 personnes, 300 femmes, ou 350 femmes, à tel point d'ailleurs qu'on se demande où sont les hommes, et parmi les 350 femmes, 95% de femmes voilées. Mais où parmi les 95% de femmes voilées, une bonne partie des femmes voilées portent le voile, parce que justement, c'est pour elles la seule façon d'arriver à poursuivre leurs études supérieures et donc, encore une fois, à s'engager dans un mouvement d'émancipation qui, autant que faire se peut, va leur permettre d'échapper et à la pesanteur de la religion et à la pesanteur du patriarcat et à la pesanteur de leurs frères comme incarnation éventuelle tout à fait objective de ce même patriarcat. Et donc, évidemment, sur ce point très sensible de la question du voile et de l'islam, une mesure bien appelée une mesure de censure, qui, moi, sur le fond, ne m'étonne pas particulièrement au égard à la conjoncture actuelle. Dire, si on prend le bras armé de l'antiracisme officiel, qui est la DICRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, c'est exactement la même chose. Les associations officielles attachées à la DICRA, ou exactement les associations officielles que la DICRA missionne systématiquement pour mener des actions antiracistes et à qui la DICRA accorde des fonds très substantiels qui permettent à ces associations de vivre, sont comme par hasard SOS Racisme d'une part et la DICRA d'autre part, parce que ce sont évidemment deux associations qui, du point de vue des analyses qu'elles font de la situation française et des solutions qu'elles proposent, sont parfaitement raccord, comme on dit, avec le prétendu antiracisme officiel tel qu'on le connaît. Avancez-vous, parce que le fil n'est pas assez long. Ben, je pense, oui. Quelqu'un là-bas, après. Juste par rapport à la question du génocide et de Gaza, si je suis totalement d'accord avec ce que dit Olivier sur l'importance d'une enquête internationale telle qu'il l'a définie, sans attendre cela, il est entendu qu'il y a de la part de la Cour internationale de justice un texte qui dit que le risque génocidaire est explicite et invite chaque État à empêcher que ce risque se développe, ce qui veut dire concrètement que la France, actuellement, en continuant à fournir des éléments d'armement à Israël, est en contravention directe et donc en complicité des risques de génocide à Gaza. J'avais une question qui nous fait sortir peut-être un peu des questions que tu as évoquées. Dans ton livre, qui est effectivement trop bref, il y a l'Afrique du Sud, les États-Unis
Israël, en contrepoint, si j'ose dire, de l'analyse que tu fais de la situation française, il me semble que j'aurais envie de te poser la question, qu'en est-il du racisme d'État ou de l'État raciste dans d'autres situations? Je pense par exemple à l'Inde, à la Chine ou à la Russie d'aujourd'hui. On prend plusieurs questions et je vais répondre. Ah, ça passe là. Une petite question de vocabulaire sémantique, savoir si d'interroger sur la notion d'urbanistique et de volonté de détruire une ville pour détruire l'âme, les symboles culturels de notre infrastructure, pour savoir si c'est un mot qui est utilisé, est-ce que c'est une notion que vous trouvez opérante? Pour poursuivre, moi, c'est plus une remarque qu'une question, encore que il s'est passé beaucoup de choses depuis le 17 octobre dernier. Le 7, pardon, excusez-moi. Je comprends avec un autre événement, mais qui est d'une autre nature. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, mais il s'est passé des choses extrêmement dramatiques. Il s'est aussi passé des choses qui montrent que l'action des peuples, plus d'ailleurs hors de France qu'en France, ont permis de faire bouger les lignes, et notamment des gouvernements, même si ce n'est pas suffisant, même si ça ne va pas aussi loin qu'on le souhaiterait, y compris en France, y compris au niveau du Parlement européen, y compris aux États-Unis. Donc la question que moi je me pose, c'est comment, à partir de tous les éléments que nous donne à partager, bien entendu, qui sont très importants, comment on fait pour élargir, je dirais, l'intervention citoyenne qui permette d'aller plus loin encore, je dirais, et notamment d'obtenir cette fameuse commission d'enquête, mais aussi de poursuivre le travail qui est fait au niveau de la Cour pénale internationale et de toutes les institutions, l'ONU, etc., pour qu'on pèse sur cette situation. Parce qu'une chose est de dénoncer, la deuxième est de faire progresser la situation et de créer les conditions d'intervention populaire large, massive, majoritaire, de telle manière qu'on fasse bouger la situation. Et de ce point de vue-là, ce qui nous a fait partager, notamment sur le racisme systémique, je trouve intéressant tous les éléments de compréhension que tu nous as fait partager pour nous amener à avoir une critique suffisamment perceptible du rôle que l'État français joue dans la situation, y compris de par son passé colonial, peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, mais comme tu as fait beaucoup de travaux sur ces questions, je ne t'en porterai pas ombrage, et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation quand même assez extraordinaire, c'est qu'on a moins de lutte, on a moins d'engagement, on a moins de combats que dans d'autres pays comme aux États-Unis, comme en Angleterre, ou dans alors, les pays du Moyen-Orient, c'est un petit peu différent, les pays arabes aussi, mais quand même, je veux dire, qu'est-ce qui fait cette singularité française et comment on peut arriver à la dépasser pour justement créer une situation qui soit utile au peuple palestinien comme au peuple israélien. Parce que la question, on n'en sortira pas si on ne sécurise pas les deux peuples de cette région. Et donc on aboutisse évidemment à la création de deux États qui permettent, peut-être que c'est peu temporaire, mais au moins une étape vers ce que certains souhaitent, un pays unifié, fédératif, ce que vous voudrez. Après, ça c'est aux acteurs de ces deux peuples de le construire. Mais voilà, mais comme première étape, d'avancer vers ça. Alors, sur les autres États racistes, alors c'est évidemment le sous-titre Une brève histoire est très important parce que, à moins de faire une encyclopédie, il n'était évidemment pas possible de traiter de la totalité. Il me semble relativement clair que
En ce qui concerne la Chine sinistrement dite populaire, là, nous sommes bien en face et en présence d'un État qui met en œuvre une islamophobie d'État qui est sans doute l'une des plus radicales et des plus destructrices à la surface du globe à l'encontre des populations ouïghours, dont il est maintenant avéré que, à minima, ces populations ont été victimes de crimes contre l'humanité et à maxima, de crimes de génocide avec des formes de surveillance à côté desquelles 1984 d'Orwell passerait presque pour une formule libérale. Et là, je veux dire, encore une fois, ça ne relève pas d'opinion, mais ça relève d'enquêtes menées notamment par Amnesty International, Human Rights Watch, un comité ouïghour qui existe en Europe et un certain nombre d'éléments internationaux. Je pourrais faire les mêmes remarques pour les politiques islamophobes menées par la junte birmane, dont il faut rappeler que, à l'encontre des populations Rohingyas, que c'est l'un des déplacements de populations civiles les plus dramatiques au cours de ces dernières années. C'est plus d'1,5 million de personnes qui, en Birmanie, d'ailleurs, sont en situation d'apatridie. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas, cette minorité ethnique musulmane, n'ont même pas la nationalité et donc forcément même pas la citoyenneté birmane. Ils sont considérés dans leur propre pays comme des apatrides et avec les conséquences que ça a à la fois dans le pays, mais évidemment ce que ça a légitimé, c'est-à-dire une purification ethnique, au vu et au dessus d'ailleurs de la communauté internationale, sans que cette communauté s'émeute particulièrement du fait qu'1,5 million de personnes ont été chassées vers le Bangladesh dans des conditions absolument catastrophiques. Et j'ai la faiblesse de croire que le fait qu'elle soit musulmane n'est sans doute pas complètement étranger à l'indifférence de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale. Sur l'urbanicide, oui. Alors, la caractérisation et la catégorie, le concept me paraît tout à fait opérant relativement à Gaza, entre autres, mais pas uniquement, parce qu'après tout, ce qu'ont réalisé les forces russes en Tchétchénie et dans la capitale de la Tchétchénie, à Grozny, relève exactement de ce type de pratique. Ce qu'ont perpétré les forces russes en Syrie relève exactement de ce type de pratique, parce que ce sont des pratiques qui, encore une fois, s'inscrivent dans le cadre d'une guerre totale, et où, dès lors qu'il y a effondrement de la militarisation et de la distinction entre sanctuaire et champ de bataille, alors la voie est ouverte, effectivement, à un urbanicide, c'est-à-dire la destruction pierre par pierre de ce qui existait antérieurement, avec l'objectif, c'est évidemment, de rendre la vie des populations locales impossible, donc de chasser ces populations locales, et de procéder à une purification ethnico-politique qui, évidemment, laisse là les champs libres à ceux qui opèrent. Alors, il y a là aussi des intériorités coloniales très claires, qui débutent, pour ce qui est de la France, dès la conquête de l'Algérie dans les années 1840. Tocqueville, que j'ai cité en faisant l'éloge parce que dans De la démocratie en Amérique, parce que Tocqueville est extrêmement clairvoyant, non pas seulement sur ce qui va arriver aux Indiens, mais extrêmement clairvoyant sur ce qui va arriver à ceux qu'il appelle les Noirs, parce que Tocqueville se livre à une comparaison entre l'esclavage moderne et l'esclavage antique. L'esclavage antique était un esclavage endogène, le blanc imposé à deux blancs. Conséquence, lorsque ces esclaves antiques étaient émancipés, un peu à Athènes, beaucoup plus à Rome, au bout de quelques temps, ils étaient considérés comme des citoyens comme les autres et ils rentraient pleinement dans la communauté des hommes libres puisqu'ils n'étaient plus identifiables par des traits morphologiques. Et rapidement, tout le monde oubliait qu'ils avaient été esclaves ou que leurs parents avaient été esclaves. Donc, ils étaient désormais considérés comme des égaux. Et Tocqueville, qui fait la comparaison avec les États-Unis, dit le problème avec les États-Unis, c'est que, et quand Tocqueville écrit, l'esclavage n'est pas aboli. Il dit quand l'esclavage sera aboli, certes, ce sera un progrès et c'est nécessaire, mais il est parfaitement conscient que l'abolition de l'esclavage ne va pas entraîner la disparition des discriminations. Il dit l'abolition de l'esclavage non seulement ne va pas entraîner la disparition des discriminations, même si ce n'est pas le terme qu'il emploie, il dit que ça va les aggraver parce que l'abolition de l'esclavage va susciter chez les Blancs une crainte encore plus grande liée à ceci que les Noirs n'étant plus esclaves, ils présentent une menace encore plus importante pour la sécurité des biens et des personnes des Blancs. Et il dit ceux-là vont porter pendant des générations le stigmate de l'esclavage avec les conséquences que ça a. Donc, Tocqueville est extrêmement clairvoyant sur la permanence, sur le très long terme, des discriminations qui vont affecter
ce qu'on appelle aujourd'hui les Afro-États-Uniens. Relativement à l'Algérie, Tocqueville soutient la nomination du gouverneur général. Tocqueville se déplace en Algérie, il est parlementaire. À l'époque, il rédige des rapports officiels, et dans ces rapports officiels, Tocqueville écrit, je cite de mémoire, là aussi, là encore, et Tocqueville écrit à peu près ceci: dans tous les territoires où sévit Abdelkader, nous devons effectivement détruire les villes, les villages, raser les plantations, parce que Tocqueville estime que c'est la seule façon, effectivement, d'arriver à détruire la puissance d'Abdelkader, parce que Tocqueville est parfaitement conscient que la puissance d'Abdelkader est liée au fait que les populations locales le soutiennent, à la fois politiquement, logistiquement, matériellement, en l'accueillant lui et ses hommes, et donc il considère comme parfaitement légitime de procéder à la destruction des villes et des villages. Et donc là aussi, là encore, le caractère total de la guerre coloniale débouche, parce que cette guerre est totale, encore une fois, sur ce qui, le terme est relativement récent, la catégorie est relativement récente, sur ce qu'il est parfaitement juste d'appeler urbanicide. Sur la dernière, sur ton intervention, alors oui, ce qui s'est passé aux États-Unis est très important. À la fois, c'est très important parce que ça a eu des conséquences internationales, parce que ce qui s'est passé à Sciences Po Paris, entre autres, mais pas uniquement, c'est en partie très fortement, enfin pas en partie, c'est très clairement inspiré de ce qui s'est passé à Columbia et à UCLA. Par contre, la réaction maintenant des autorités états-uniennes, de la police en particulier, est d'une très grande violence, puisqu'il y a eu des centaines d'arrestations. Et je crains, hélas, que ce qui a été un modèle pour les étudiants, ou en tout cas un certain nombre d'étudiants favorables à la solidarité avec la Palestine, soit également un modèle pour les autorités françaises, qui d'ailleurs, de ce point de vue-là, n'ont pas vraiment besoin de modèle, dans la mesure où en matière de répression, d'interdiction des manifestations, là aussi et là encore, les choses sont documentées. L'État français, depuis le 7 octobre au sein de l'Union européenne, a sans doute été l'un des États qui a le plus interdit les manifestations et les manifestations et les réunions. Que faire, comme dirait l'autre? Je crois que, évidemment, 1, résister, 2, résister collectivement, 3, résister encore collectivement, et 4, multiplier, quitte à s'affronter à des interdictions, et à recourir aux tribunaux administratifs, et à multiplier les réunions, les interventions sur effectivement ce qui se passe à Gaza. Je disais tout à l'heure relativement au racisme d'État que l'État s'affirme de ce point de vue-là comme une sorte d'État d'exception. Les préfets qui sont supposés, qui sont les représentants de la République et qui sont supposés respecter la loi, il y en a un qui se distingue en préfet, en particulier c'est le préfet des Hautes-Alpes, qui, à Nice en particulier, interdit systématiquement les manifestations en solidarité avec la Palestine. Les associations saisissent systématiquement les tribunaux administratifs, qui systématiquement infirment les interdictions, lequel préfet s'assoit sur ces interdictions pour les jugements du tribunal administratif pour réitérer les interdictions. Donc là, il y a bien, effectivement, là aussi, il y a encore une sorte d'emballement répressif qui fait que, d'une certaine façon, l'état de droit est arraché de ses gonds et ne fonctionne plus du tout correctement, avec, encore une fois, des conséquences qui sont de plus en plus patentes du point de vue des atteintes aux droits et libertés démocratiques. Il faudrait qu'on en termine là, tout simplement pour respecter le temps proposé et pour respecter aussi le temps de travail des employés de la machine à lire. Ceci étant dit, donc vous avez le temps de vous lever, d'échanger entre vous et d'échanger avec Olivier Lecourt-Grandmaison. Merci beaucoup. À lui et à vous. Bien sûr. Bravo, merci pour tes idées. Et Mignana. Mignana, tout à fait.